Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est un jeu de piste qui a duré tout l'été, qui s'est conclu jeudi en Conseil des ministres. Alors non, ce n'est pas le mystère de la chouette d'or, c'est le gouvernement Barnier qui a révélé son plan de rigueur, pour ne pas dire austérité, pour le budget 2025. Ça s'appelle une cure d'austérité ? Absolument pas. Comme attendu, c'est un plan d'urgence inédit à 60 milliards d'euros. Cet effort se répartirait en 20 milliards d'augmentation des recettes, des impôts, et surtout 40 milliards de coupes budgétaires, de coupes dans la dépense publique. 20 pour l'État, 15 demandés à la Sécu, 5 demandés aux collectivités locales. Barnier va chercher la chouette d'or dans vos poches. Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Donc couper méchamment dans les dépenses, ok, mais aussi augmenter les impôts. En particulier en trouvant 10 milliards via une hausse exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et par une contribution exceptionnelle demandée aux foyers les plus riches. Ça semble aller à rebours de la politique menée depuis 7 ans. Alors assiste-t-on à une remise en cause du dogme fiscal macronien? Michel Barnier est-il un infiltré du nouveau Fonds populaire à Matignon? Quel suspense. On sort les dossiers, le stagiaire pour le média, je suis bien content de vous retrouver, c'est parti. D'abord, il ne faut pas cesser de le répéter, contre la communication du gouvernement, la situation budgétaire actuelle est due pour une grande part à la politique menée par Emmanuel Macron, qui n'a cessé de laisser filer le déficit par des baisses d'impôts non compensées. Et ça, ce sont les gauchistes de la Cour des comptes qui le disent. La période 2018-2023 a été marquée par d'importantes baisses d'impôts, dont l'impact est estimé à 62 milliards d'euros en 2023. Quand il y a eu ces baisses d'impôts qui ont été faites, on nous a promis une relance du PIB. Et donc, tout ça devait faire diminuer le déficit en pourcentage du PIB et la dette en pourcentage du PIB. Et ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu et on ne veut pas revenir là-dessus. Donc, des cadeaux qui ont été donnés, mais sans condition, des chèques en blanc qui ont été donnés aux entreprises et aux gens les plus riches, eh ben, aujourd'hui, qui est-ce qui va les payer? C'est les Français, via la dépense publique. Et voilà, c'est tout le monde qui va devoir payer l'addition. Même le très libéral Nicolas Dose le dit. Tout le monde paiera parce que tout le monde va payer par la baisse de dépenses. La baisse de dépenses, je voulais dire, derrière chaque euro, vous avez une vie. Et là, en fait, c'est plus les 65 000 et les 300 entreprises, c'est tout le monde. Il est question de baisser le remboursement de la Sécu quand on va chez le médecin. Ça veut dire que la mutuelle va compenser. Mais à la fin, la mutuelle, elle vous fera payer dans les prix qu'elle pratique. Tout le monde va payer 2025 à un vrai parfum de tournant de la rigueur 83. On peut néanmoins s'étonner de cette volonté du gouvernement de prélever 10 milliards sur les ménages les plus riches et les grosses entreprises, auquel il faut ajouter une réduction de 5 milliards des allègements de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires. Comment expliquer ces apparentes concessions de Michel Barnier? Une première hypothèse, c'est tout simplement que ça relève d'une hypocrisie, car c'est bien peu par rapport à l'ampleur de la saignée sur la dépense, c'est-à-dire l'argent retiré au service public, sur la santé, sur l'école, sur la justice, etc. 40 milliards de baisse de dépenses prévues, ça s'appelle une cure d'austérité ? Absolument pas. Ce que la gauche se tue à rappeler. On l'a dit depuis 7 ans que Macron, il avait fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et qu'un jour on le paierait tous. Et aujourd'hui, qui envoie en première ligne pour corriger leur amateurisme? Les plus précaires. Ils envoient les retraités en première ligne parce que au lieu d'être indexé sur l'inflation en janvier, ce sera en juin. C'est 15 € par mois de revenus en moins pour un retraité qui a 1 500 € par mois. Ils envoient en première ligne les malades parce qu'ils vont augmenter le ticket modérateur des médecins. Ils envoient en première ligne nos enfants parce qu'ils vont baisser le nombre de personnel dans les écoles. Un effondrement aussi des budgets des collectivités locales, c'est la vie de tous les jours, hein. C'est les gens qui viennent ramasser vos déchets, c'est les dames à la cantine, c'est les bâtiments des écoles primaires. Ensuite, c'est hypocrite parce que ces prélèvements sur les plus riches sont exceptionnels et temporaires. 1 ou 2 années à tout casser. Cela dit, c'est une règle qui se vérifie assez bien qu'en ces matières, le temporaire finit souvent par se pérenniser. Bref, on est fondé à y voir un geste de compensation hypocrite, le sucré pour faire passer la pilule amère des coupes dans la dépense publique. Absolument pas. Et on ne manquera pas d'éditorialistes pour louer ce « en même temps », ce sens de la justice. J'imagine que du coup vous soutenez Michel Barnier quand il dit qu'il va taxer les Français les plus fortunés, les 0,3% de la population qui gagne plus de 500 000 € par an, et quand il dit qu'il va taxer les très grandes entreprises. Là, vous applaudissez. Alors que ce nouveau Premier ministre va conserver l'essentiel des baisses d'impôts du passé.
Et puis ces gens-là sont tellement arrogants, méprisants, et ils sont tellement discrédités qu'à des moments ils sont un peu obligés de dire ah ben oui c'est vrai, tiens on va peut-être s'occuper des ultra riches et tout ça. Et puis en même temps qu'ils vont s'occuper des ultra riches, de l'autre côté ils vont laisser les paradis fiscaux, ils vont laisser l'évasion fiscale se renforcer. Enfin... Une seconde hypothèse, c'est d'y voir un simple coup tactique des LR qui cherchent à se démarquer du camp présidentiel. Car c'est étrange de voir les Républicains sur ce créneau, eux qui ont fait de la rigueur budgétaire la matrice de leur opposition au macronisme. Alors pourquoi la droite se fait-elle violence en ne faisant plus des hausses d'impôts une ligne rouge? Peut-être que la gigantesque facture financière des 7 dernières années oblige un peu à s'écarter de la stricte orthodoxie néolibérale. Nous n'avons pas le choix. Notre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Le fait que les macronistes sont furax contre les hausses d'impôts valide un peu cette lecture, qu'il y aurait un léger infléchissement chez Barnier. En tout cas, qu'il existe un désaccord sur la meilleure manière de gérer les affaires des classes dominantes. Les macronistes veulent poursuivre la trajectoire suivie depuis 7 ans, qu'ils estiment fructueuse en création d'emplois. Politique de l'offre, réduction des impôts des plus riches pour favoriser le ruissellement, poursuite de la réforme de l'assurance chômage, etc. Augmenter les impôts, c'est la facilité. J'entends qu'il ne concernerait ces hausses d'impôts que les plus aisés d'entre nous. Mais l'argent des plus aisés doit aller dans la création d'emplois, pas dans les caisses publiques. Mais ce qu'on veut, c'est proposer plutôt des réformes, plutôt que charger trop la barque des impôts, ce qui risquerait de créer du chômage. Lucie Castet semble défendre cette thèse d'un Barnier qui cherche une voie un peu différente, sans être en rupture avec le macronisme. Refuser le fait de toucher aux impôts, voire au contraire de réduire année après année les recettes fiscales, ça c'est vraiment important. Et donc c'est pour ça que ça soulève un tollé dans le camp présidentiel, puisqu'on dit non, on continue cette politique, on ne touche absolument pas aux impôts. C'est important de le noter et ça donne l'impression qu'ils ne sont pas vraiment de boussole de politique économique. Enfin, voilà, y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité dans la pensée de la majorité actuelle. Le nouveau Front populaire, ainsi que plein d'économistes, insistent sur l'effet contre-productif sur la croissance de telles baisses de la dépense publique, et en plus de leurs injustices. Il ne faut pas que la solution soit pire que le mal, et c'est ce qu'il est en train de faire. On est en train de faire de la France un malade imaginaire, lui appliquer une formule d'austérité qui a été appliquée à la Grèce, qui risque de ralentir très fortement la croissance économique et de plonger la France dans la récession. S'il y a moins de croissance, ce sera encore moins de recettes fiscales, donc ça va encore creuser le déficit. A priori, le gouvernement va se baser sur l'hypothèse que ces hausses d'impôts et ces baisses de dépenses n'auront pas d'effet sur la croissance économique. Je pense que la dépense publique, ça finit par se retrouver dans le revenu des ménages et donc dans leur consommation, donc dans les carnets de commandes des entreprises, et que donc il y aura moins de production, effectivement, si on réduit la dépense publique de manière aussi rapide. Le Haut Conseil des finances publiques, qui dépend de la Cour des comptes, a rendu un avis sceptique sur le budget avancé par le gouvernement, et il relève ces risques que la cure de rigueur fait peser sur la croissance. Selon Matignon, le plan de rigueur en préparation ne va réduire la croissance économique en 2025 que de 0,1 ou de 0,2 points de PIB. Le Haut Conseil des finances publiques craint que l'effet récessif ne soit bien plus fort. Le NFP propose en conséquence non pas de réduire drastiquement les dépenses, mais d'augmenter considérablement les recettes. Non pas de 20 milliards, comme le gouvernement, mais de 50 milliards, en se concentrant sur les secteurs les plus aisés de la société. Il faut quand même se rendre compte que les 500 plus grosses fortunes de France, qui avaient 200 milliards de patrimoine il y a 10 ans, en 10 ans, elles sont passées à 1200. C'est plus que x5. Et donc oui, il faut mettre à contribution les plus riches, pas comme le fait le gouvernement de manière microscopique, de manière ultra ciblée dans le temps. C'est partout et tout le temps. C'est un ISF climatique, c'est taxer les héritages, ce qu'on appelle les héritages dorés, quand ils font plus d'une certaine somme. Ça paraît logique, enfin. Qu'est-ce qui devrait contribuer aujourd'hui, en réalité? C'est ceux qui ont été le plus gâtés par les baisses de fiscalité, par les mesures de Macron. C'est eux. C'est pas l'ensemble de la population qui n'a pas connu de baisse, qui a certes eu le quoi qu'il en coûte, mais qui n'a pas connu de baisse d'impôts majeure, à faire des efforts pour le manque de résultats qu'ont engendré ces baisses d'impôts. Et puis franchement, renoncer temporairement à 8-10 milliards sur les 50 ou 60 milliards de baisse d'impôts des quinquennats Macron, c'est pas la mer à boire. Bon, c'est clairement pas l'orientation du plan Barnier. Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Mais force est de constater qu'il fait une petite pause dans l'hubris macroniste des baisses d'impôts pour les plus riches. D'abord parce qu'il faut bien aller chercher le pognon quelque part, et puis ensuite parce qu'il espère que ça fera passer la pilule austéritaire. Ce gouvernement, au lieu de ne faire que de l'austérité, fait de l'austérité, plus un tout petit peu d'impôts sur les riches.
De sorte qu'il se montre un peu plus prudent que le camp présidentiel pour freiner le dérapage déficitaire et rendre la dette soutenable. La fonction de Barnier semble être ici de réfréner un petit peu les ardeurs des classes dominantes en les mettant légèrement en contribution. Quand les macronistes voudraient continuer à foncer droit dans le mur, prêts à protéger les milliardaires avec leur propre corps et leur costard bleu. Cette situation pourrait peut-être s'expliquer par une thèse chère au théoricien marxiste Nikos Poulantzas. L'État n'est pas entièrement soumis aux intérêts les plus immédiats des possédants. L'État jouit d'une autonomie relative qui lui permet parfois, lors d'une crise par exemple, d'aller à l'encontre des intérêts les plus immédiats des classes possédantes, payer le moins possible d'impôts par exemple, pour préserver leurs intérêts sur le plus long terme, maintenir une économie viable et un peuple dans le consentement à se faire exploiter. Absolument pas. Si on suit cette interprétation, on pourrait dire que les macronistes étaient devenus des serviteurs trop zélés de la grande bourgeoisie. Il fallait confier ses affaires à des gens moins imprudents. Sans en être l'objectif, c'est ce que la dissolution a permis de faire. Voilà, c'est une lecture possible. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines.